Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Lowe's Hockey. Au hockey mineur, il est important de passer la grande majorité de son temps à enseigner les habiletés de base et les tactiques individuelles. Mais vient un moment où on doit introduire les tactiques collectives, les systèmes et les stratégies. Dans cette capsule, je vais vous présenter une introduction au système d'échecs avant, le 1-2-2, qui, à mon avis, devrait être le premier système que vous devez enseigner à vos joueurs. C'est une excellente fondation pour tous les autres systèmes d'échecs avant. On va voir le système en deux situations, c'est-à-dire lorsque la rondelle est envoyée en fond de territoire et le défenseur adverse décide de faire un quick-up. Et on va également le voir lorsque le défenseur décide de faire un over ou un D2D avec son partenaire. Le jeu change complètement de côté et comment nos joueurs doivent réagir dans une telle situation. Tous les joueurs ont un rôle important à jouer dans un système d'échecs avant. Dans cette capsule, je vais vous présenter c'est quoi ces rôles-là et c'est quoi leurs responsabilités. Alors, suivez-moi au tableau et je vous explique le tout. Le système 1-2-2, on va le voir en deux situations, c'est-à-dire la rondelle est en fond de territoire et le défenseur adverse tente d'effectuer une sortie de zone le long de la rampe ou via un quick-up. Et on va également le voir lorsque le défenseur effectue un D2D ou un over et le jeu se transpose complètement de côté et comment nos joueurs doivent réagir dans une telle situation. Donc, simulons la première option, la rondelle est en fond de territoire. Et ça peut arriver lorsqu'on poursuit l'adversaire, c'est-à-dire que nos joueurs entrent dans la zone, ou encore la rondelle est déjà dans la zone, il y a déjà des batailles à 1 contre 1 et on revient en position d'échec avant puisqu'on a perdu le contrôle de la rondelle. Donc, l'adversaire est en fond de territoire. Normalement, le défenseur va la récupérer. On va avoir un adversaire normalement placé le long des rampes, un joueur qui va lui offrir du support, l'autre défenseur est devant le filet et normalement, l'autre joueur va être dans l'enclave. Évidemment, le jeu du hockey est un jeu de réaction. Les joueurs peuvent être positionnés à des positions différentes, mais pour le bien de l'explication, simulons un positionnement standard. Nos joueurs, tant qu'à nous, quand ils rentrent dans la zone, on va avoir le F1, qui est toujours le joueur qui est le plus près de la rondelle. Et vous remarquez que le F1, il est dans le corridor central. On va avoir le F2 qui va se placer en haut du cercle des mises au jeu, mais distancé de la rampe, qu'on va voir dans quelques instants pourquoi. Le F3 qui est à l'autre côté du cercle des mises au jeu, toujours en haut de la zone. Normalement, il y a une ligne de ringuette. Ici, ça peut être un bon indicateur où est-ce que le joueur doit se positionner. Et on va avoir le D1 qui va protéger la ligne bleue le long de la rampe et le D2 qui va protéger la ligne bleue dans le corridor central. Et vous remarquez que nos joueurs, surtout ceux qui sont en haute zone, ne sont pas placés au même endroit, c'est-à-dire qu'ils couvrent chacun couloir de la glace. Donc, le but de l'échec avant 1-2-2, c'est de créer un leurre au défenseur pour le forcer à effectuer une passe le long de la rampe et éviter qu'il effectue une passe derrière le filet à son défenseur pour transférer le jeu de côté. Donc, le rôle du F1, c'est de rentrer dans la zone avec le plus de vitesse possible et mettre une pression sur le défenseur par une approche au porteur. Son approche au porteur est toujours effectuée de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'il est dans le corridor central et apporte le joueur le long de la rampe. Donc, il effectue une pression, garde son bâton sur la glace et coupe toute option de passe derrière le filet et dirige le défenseur vers le coin de patinoire. Pourquoi que le F2 est placé à ce niveau ici? C'est parce qu'on veut justement créer ce leurre-là. On veut que le défenseur voit que son coéquipier est à découvert, donc il peut lui effectuer une passe. Et c'est ce qu'on veut exactement qui arrive. Donc, le défenseur voit qu'une pression qui est appliquée sur lui, normalement, va transporter la rondelle. Voyant que son coéquipier est à découvert, va lui effectuer une passe. C'est à ce moment ici que le joueur doit réagir rapidement et anticiper le jeu. Dès qu'il voit que le défenseur s'est commis à effectuer une passe, c'est à ce moment-là que le F2 va venir appliquer une pression sur l'adversaire qui est le long de la rampe et entamer une bataille à 1 contre 1 dans le but de récupérer la rondelle. Le F1, une fois qu'il a effectué sa pression, lui va poursuivre sa route, il va venir se positionner en fonction de support au F2. Le F3 demeure en position pour couper les options de passe dans le corridor central. Le D1 protège la ligne bleue le long de la rampe et le D2 peut aller légèrement en retrait puisque le jeu a monté dans la zone et on veut éviter toute option d'échapper dans le corridor central. Donc, si le système est bien appliqué, le F1 va avoir effectué son approche au porteur. On va avoir forcé le défenseur à effectuer une passe le long de la rampe. Une fois que la passe est effectuée, le F2 va venir appliquer immédiatement une pression sur le nouveau porteur de la rondelle. Le F1 va venir agir à titre de support. Le F3 demeure à l'aide pour couper
couper les options de passe dans le corridor central. Et le D1 et le D2 s'ajustent en fonction d'où est la rondelle et de protéger le corridor central afin d'éliminer les options d'échappée. Ceci est une situation qui est extrêmement courante de l'échec avant 1-2-2, passe effectuée le long de la rampe, F2 qui applique une pression, on récupère la rondelle et on devient en mode attaque. Dans la première démonstration, on a vu le 1-2-2 en mode passif, c'est-à-dire que le F1 effectuait une approche au porteur et guidait le défenseur le long de la rampe. On peut aussi appliquer le 1-2-2 en mode agressif. Et la seule différence entre l'agressif et le mode passif, c'est vraiment le F1 ici. Lorsqu'il applique son approche au porteur, c'est-à-dire qu'il effectue encore une approche au porteur de l'intérieur vers l'extérieur, au lieu de faire l'approche au porteur et le guider le long de la rampe, il va venir lui appliquer un contact physique ou une mise en échec dans les catégories où c'est permis. Donc, lui, il va vraiment effectuer son approche au porteur et venir neutraliser le défenseur le long de la rampe. C'est l'objectif premier. S'il réussit à créer une bataille 1 contre 1, c'est à ce moment ici que le F2 ou le F3, tout dépendant d'où ils sont positionnés sur la surface, vont venir appliquer du support ou venir offrir du support au F1 afin de récupérer la rondelle et tomber en mode offensif. Donc, le F1, il effectue l'approche au porteur, mais au lieu de guider l'adversaire le long de la rampe, va venir appliquer un contact physique ou une mise en échec afin de créer une bataille 1 contre 1. Le F2 descend en territoire afin de venir récupérer la rondelle qui est devenue libre suite à la bataille 1 contre 1 et on tombe en mode offensif. Si jamais le défenseur réussit à passer la rondelle quand même à son coéquipier qui est le long de la rampe, le F1, comme il fait d'habitude, va venir s'ouvrir en option de support. Une autre particularité du système agressif, c'est que le D1 ne sera pas placé au niveau de la ligne bleue, mais bien un peu plus bas en zone afin de jouer agressivement le porteur de la rondelle suite à la passe du défenseur. Donc, ce n'est pas le F2 qui va venir appliquer une pression sur le porteur de la rondelle, mais bien le D1 qui va effectuer une percée, appliquer une mise en échec ou un contact physique afin de jouer le 1 contre 1 ici, tandis que le F2 va demeurer en retrait afin de couvrir son coéquipier, pardon, c'est le D1, afin de couvrir son coéquipier qui est rentré en zone suite à une percée. Donc, la distinction entre l'agressif et le passif, c'est le F1 effectue une approche au porteur, applique un contact physique ou une mise en échec, génère une bataille 1 contre 1, le F2 descend en fond de territoire afin de récupérer la rondelle et on tombe en mode offensif. Si la rondelle devait se retrouver le long de la rampe par une passe, c'est le D1 qui est déjà un peu plus bas en zone, vient appliquer une mise en échec, c'est-à-dire il pinch ou il effectue une percée. Le F2 qui est encore en haut de territoire va venir couvrir son coéquipier. Donc, dans la situation où la rondelle se retrouve en fond de territoire et on joue le mode agressif, le F1 a fait son approche au porteur et a appliqué une mise en échec ou un contact physique. Le F2, voyant qu'il y a une bataille 1 contre 1, descend en fond de territoire pour venir supporter le F1, mais le défenseur réussit quand même à envoyer la rondelle à son coéquipier le long de la rampe. Comment qu'on réagit dans une telle situation? C'est évident qu'à ce moment-là, le D1 ne doit pas être profond en zone offensive. Il doit revenir à sa position originale qui est à la ligne bleue, puisqu'on est déjà 2 joueurs en dessous de la rondelle en zone offensive et on ne veut pas créer de surnombre négatif à notre égard. Donc, la rondelle est envoyée le long de la rampe. Le F3 va venir couvrir, va venir se rapprocher du D1 afin d'être distancé entre le D1, le F3 et le D2. On va concéder la passe qui est effectuée le long de la rampe. À ce moment ici, le D1 et D2 vont reculer, donc vont gérer leur écart. Et le F3 va venir à son tour appliquer une approche au porteur afin de laisser ou de guider le porteur de la rondelle le long de la rampe et permettre à ses coéquipiers de revenir prendre position dans le corridor central en repli défensif. Donc, si on a 2 joueurs qui sont en fond de territoire, j'encourage fortement mes défenseurs à ne pas effectuer une percée ou un pinch. On revient à notre ligne bleue, on est en mode un peu plus passif et le F3 à ce moment-là, sa responsabilité, c'est d'effectuer une approche au porteur afin de couper toutes les options de passe dans le corridor central et laisser le joueur patiner le long de la rampe, ce qui va permettre à notre F1 et F2 de revenir par le corridor central, effectuer un repli défensif et venir neutraliser toute option d'attaque de l'adversaire. Je prends une petite pause pour solliciter votre aide. Si ce genre de capsule vous intéresse ou si vous croyez que ça pourrait intéresser quelqu'un, merci de le partager au sein de votre réseau de contacts. Ça va m'aider grandement à atteindre ma mission qui est d'aider le maximum d'entraîneurs au hockey mineur.
Vous pouvez également visiter ma boutique en ligne au www.lozhockey.com dans laquelle vous allez retrouver des outils dont plusieurs sont gratuits qui vont aider les entraîneurs à passer au travers du tourbillon qui est une saison au hockey mineur. Encore une fois, merci beaucoup de votre support et encouragement. Et maintenant, comment que nos joueurs réagissent lorsqu'on effectue, le F1 effectue son approche au porteur, son bâton est bien placé, mais le défenseur réussit quand même à envoyer la rondelle à son coéquipier qui est de l'autre côté de la zone, qui vient la récupérer, s'en va dans le coin de la patinoire. Ses coéquipiers viennent s'ouvrir comme normalement on effectuerait une sortie de zone. Comment nos joueurs réagissent? Mais bien entendu, ce n'est pas le F1 qui va conserver son rôle de F1 dans le coin opposé. Donc, dans cette situation, lorsque la rondelle est envoyée derrière le filet, le F3 doit réagir rapidement et c'est lui qui devient le nouveau F1. C'est lui qui applique une pression sur le défenseur. Les chances sont qu'on va être en mode passif, c'est-à-dire qu'on ne réussira pas à appliquer un contact physique ou une mise en échec parce qu'on a quand même beaucoup de terrain à parcourir afin de venir effectuer notre approche au porteur. Mais c'est le F3 qui va venir appliquer une pression sur le défenseur qui a maintenant contrôle de la rondelle. Le F2, à ce moment-là, va patiner à toute vitesse, va quand même conserver son rôle de F2, mais du côté opposé, tandis que le F1 va venir prendre la position de F3, qui est maintenant laissé libre puisqu'il est maintenant devenu le nouveau F1. Le D2 va venir fermer la bleue du côté opposé, tandis que le D1 va venir dans le corridor central, venir un petit peu plus en retrait afin de couper les options de passe dans le corridor central, évitant ainsi les échappées de l'adversaire. Donc, dans l'explication précédente, lorsque la rondelle a changé de côté, c'est-à-dire le F1 est venu appliquer une pression, mais la rondelle s'est quand même retrouvée de l'autre côté de la patinoire, je vous ai dit que le F3 va profondément en zone effectuer une approche au porteur, tandis que le F2 patinait à toute vitesse de l'autre côté, agissant toujours sous forme de F2, et c'est lui qui venait appliquer la pression sur le porteur de la rondelle le long de la rampe. Mais dans la réalité, surtout dans les catégories plus élevées, le jeu va se passer très rapidement et les chances que le F2 ait le temps de changer de côté de patinoire et venir appliquer une pression sur le porteur de la rondelle sont très minimes. Donc, dans ce cas-là, moi, ce que j'encourage mes joueurs à faire, c'est de communiquer. Voyant que la rondelle a changé de côté, le F3 applique une pression, le défenseur des deux s'en va venir protéger sa ligne bleue, voit qu'il y a une passe qui est effectuée au porteur de l'autre côté, mais c'est lui qui va venir faire une percée, appliquer une pression sur le porteur de la rondelle. Le F2, à ce moment-là, lorsqu'il voit ça, va venir couvrir son défenseur, c'est-à-dire c'est lui qui va venir protéger la ligne bleue du côté rapproché. Le D1 s'en vient dans le centre de la patinoire afin de couvrir le corridor central, éliminant ainsi toutes les chances d'échapper. Et le F1 vient assumer le rôle de F3 en haut du cercle des mises au jeu. Donc, une communication entre coéquipiers est extrêmement importante si on veut bien effectuer l'échec avant 1-2-2. Les avantages du système d'échec avant 1-2-2 sont les suivants. Ça permet de créer un leurre envers le défenseur adverse, ce qui va venir réduire considérablement ses options de passe. Si le système est bien appliqué, ça va éliminer pratiquement toutes les options de passe longues et ça permet de créer beaucoup de revirements en zone offensive en notre faveur, ce qui va augmenter nos chances de marquer. Les désavantages, par contre, sont les suivants. Si le système n'est pas bien appliqué, l'équipe adverse va avoir beaucoup plus de temps pour effectuer une sortie de zone. Et si le défenseur qui récupère la rondelle en est un qui est mobile et un bon passeur et qu'il réussit à se démarquer du F1, il a de fortes chances qu'il réussisse à trouver un coéquipier soit le long des rampes ou encore dans le corridor central afin d'effectuer une sortie de zone. Rappelez-vous, bien que le système d'échec avant est efficace, il peut être battu. Alors, je vous encourage fortement, surtout dans les plus hautes catégories, à varier votre système d'échec avant en fonction de l'adversaire contre lequel vous jouez. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur, je vous invite à regarder la capsule suivante. Sur ce, je vous dis bon coaching.